me semble que toute opinion, toute conviction, toute nouvelle connaissance doit s'imbriquer dans les opinions, convictions qu'on a déjà. Il y a une sorte d'écosystème mental. Est-ce que vous pensez que cette vulgarisation sur le changement climatique a du mal à faire sa place dans les opinions qui sont déjà fréquemment dans la tête des gens? Et comment devrait-on réagir selon vous? Alors, petit exemple que j'ai en tête, le progrès humain est inexorable, il y a peut-être une guerre mondiale, quelque chose comme ça, mais à quelques coups de frein près, le progrès est inexorable. Donc la déstabilisation du climat, c'est pas possible. Ou alors c'est un problème mineur qu'on va contourner. Est-ce que ces deux convictions Étienne, sont en contradiction, par exemple? En tant que philosophe? En tant que philosophe, je n'ai rien de spécial à dire. Non, je vais plutôt parler là de ce que je ressens comme vulgarisateur. C'est-à-dire que si vous m'aviez posé la question il y a 2 ans, je vous aurais dit, pour faire de la bonne vulgarisation, il faut choisir un sujet et le travailler à fond. Moi, ça a été la physique quantique, donc j'ai étudié les équations de la physique quantique, le formalisme, les implications philosophiques, l'histoire de la physique quantique, la vie et l'œuvre des pères fondateurs de la physique quantique, le type de problème qu'ils avaient à résoudre. Ça m'a pris des années. Et une fois qu'on a fait ce travail, on se sent capable, à tort ou à raison, de parler à différents publics, prisonniers, parlementaires, étudiants, collégiens, grand public, etc. Et on tombe évidemment dans le biais que vient de rappeler Jean-Marc, à savoir qu'on a l'impression que ça marche. On a l'impression que ça marche. Les gens viennent aux conférences, posent des questions intelligentes, on corrige les copies des étudiants, ils ont compris le truc, on écrit des livres, on reçoit du courrier des lecteurs, visiblement les gens ont compris le bouquin. Donc on dit, purée, ça marche. Mais en fait, ça ne marche qu'auprès des gens qui s'intéressent à la vulgarisation, c'est-à-dire une fraction minimale de la population. Et ça, c'est le Covid qui me l'a montré. Voilà, moi, c'est en voyant le Covid que j'ai compris que la vulgarisation, c'est un échec. Voilà. Ah ben non, on ne peut pas rester là-dessus. Non, attendez. Un échec relatif pour mettre un peu d'Einstein dans l'affaire. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on nous repensions nos moyens d'accès au grand public. Voilà. Et le grand public, lui, il entend des choses, il est soumis à un flux d'informations. En fait, dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances, scientifiques ou pas, des croyances, des opinions, des commentaires, des bobards. Et toutes ces choses, circulant ensemble, bien qu'ayant des statuts différents, se contaminent. Mais... Quand vous avez affaire à une connaissance, on va vous dire, mais est-ce que ce n'est pas la croyance d'une communauté particulière? En l'occurrence, c'est des climatologues, qui seraient une sorte de communauté qui aurait intérêt à aggraver la situation pour avoir des rentes. Et puis quand vous avez affaire à une croyance, on va vous dire, mais est-ce que cette croyance n'est pas une connaissance qui aurait été injustement méprisée? Une sorte de sagesse populaire. Et sur la question du progrès, quand même. Ah mais le progrès... Juste, qu'est-ce qu'on peut répondre? La question est réglée. On a fait ça avec un collègue de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Bronner. On a étudié un logiciel qui compte l'occurrence des mots dans les discours publics. Et on a vu ce que tout le monde devine. Ce mot progrès qui a été écrit pendant 3 siècles avec une lettre majuscule a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. Et il a commencé sa lente décroissance en 1981. Époque où apparaît un mot très ancien qui est réactivé, mais que moi, en tant qu'étudiant, je n'ai jamais entendu à l'époque, qui est le mot innovation. Le mot innovation monte. Le croisement de la courbe du progrès qui descend et la courbe de l'innovation qui monte se produit en 2003. Et la disparition complète du mot progrès, dans les discours publics se produit dans le quinquennat 2007-2012. Vous pouvez le vérifier simplement, tous les candidats à la présidentielle en 2007 utilisent le mot progrès dans leur rhétorique. En 2012, plus aucun. Et à quelle année il y a technologique après? Alors on pourrait dire finalement, le mot progrès c'est modernisé. On l'a fait progresser en le remplaçant par le mot innovation qui est plus moderne. En fait, c'est faux, le mot innovation, ça serait une longue histoire, mais plus ancien que le mot progrès, mais peu importe. Et on pourrait dire qu'on a fait une permutation de mots, mais c'est le même message. Et en fait, quand on regarde, ça demande du temps que je n'ai pas, comment la rhétorique de l'innovation se déploie, on constate qu'elle contredit la rhétorique du progrès. Pour le dire en une phrase, la rhétorique du progrès suppose que le temps qui passe est constructeur.
Donc il est complice de notre liberté et de notre volonté. Il est notre allié. La rhétorique de l'innovation est complètement différente. On dit qu'on est soumis à toutes sortes de défis, climatiques, vieillissement de la population, etc. Et nous avons compris, dit-on, que nous ne pourrons relever ces défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe que par l'innovation. Et donc l'innovation, c'est un principe de conservation qui est destiné à pallier les effets corrupteurs du temps qui passe. Et donc vous voyez, la rhétorique de l'innovation s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur et non pas constructeur. C'est passionnant, on pourrait en parler pendant 1 heure encore. En plus, il faut plus. Vraiment, je regrette de devoir vous couper la parole pour les Je peux faire un petit complément là-dessus, très pratique. Sur la question de... Alors, quand on vous pose ce genre de questions, mais le progrès, mais ceci, en fait, ce n'est pas une question, c'est une objection. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est quelle est la motivation de la personne qui vous pose la question. Très souvent, en fait, il répond à sa propre déstabilisation. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous lui posez un problème auquel il ne voit pas de solution évidente, il a envie de nier le problème parce que c'est ça qui le ramène dans une zone de confort où l'avenir est de nouveau quelque chose qui n'est pas menaçant. Donc, quand on répond à ce genre d'objection, il y a 2 choses qu'il faut garder en tête. C'est il faut dire explicitement, à mon avis, que vous comprenez son désarroi. Alors, il y a plusieurs manières de le dire. Vous pouvez le dire aussi explicitement que ça. Moi, des fois, je le fais. Vous pouvez le dire parfois moins explicitement. Mais en gros, il faut d'entrée de jeu mettre son objection dans la position de quelqu'un qui exprime légitimement une angoisse. D'accord ? Dès que vous faites ça, quelque part, vous apaisez le débat. Parce que vous ne lui dites pas, vous êtes un abruti qui n'a rien compris, vous lui dites, vous exprimez une réaction tout à fait normale, qui est celle de quelqu'un qui se retrouve totalement déstabilisé. La deuxième chose qu'il faut avoir présent à l'esprit quand on répond à ce genre de choses, c'est que vous répondez autant à la personne qu'à tous les autres qui écoutent. C'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas à convaincre la personne que vous avez en face de vous, c'est important de lui répondre parce que tous les autres qui sont présents dans l'assistance vont peser les arguments des uns et des autres pour se faire leur propre opinion. Alors moi, c'est une règle que j'ai très fréquemment présente à l'esprit avec les climato-sceptiques, entre guillemets. Quand il y en a un qui m'envoie un mail privé, parce que ça m'arrive, de temps en temps je reçois un mail de quelqu'un qui me dit « vous n'avez rien compris », je n'y réponds jamais. Ou je lui réponds très poliment en une phrase, en lui disant « j'espère pas vous convaincre, je pense que ça c'est pas possible, au revoir monsieur, merci ». Par contre, quand c'est dans l'enceinte publique, il faut toujours y répondre, parce que vous ne le convaincrez pas. Enfin, la personne qui vous fait l'objection, jamais vous la convaincrez. Par contre, la nature du débat est essentielle pour les autres, qui sont pour l'essentiel de bonne foi et qui ont quand même envie de savoir ce que vous avez envie, ce que vous répondez sur l'argument de fond. Donc, vous ne répondez pas à l'individu, vous répondez à l'argument. Voilà, donc c'est quelques trucs et astuces qu'il faut avoir présents à l'esprit. Mais encore une fois, ayez bien conscience du fait que ce genre de réaction, c'est totalement normal. Parce que c'est l'expression d'un désarroi qui est totalement normal. À la limite, s'il n'y a pas de désarroi après qu'on ait parlé du changement climatique, c'est un échec, ça veut dire que les gens n'ont rien compris. Merci Jean-Marc.